وأنا بغيت نبدأ بشكر لسيمون تاسير على الدعوة، وأنه أول مرة كنسافر لشي ندوة مع الطلبة ديال جامعة بن طفيل اللي هما معنا هنايا. دونك اون ابلودي ان الانستيتيوت فور ادفانس ستادي كنشكروا الدعوة ونشكروا أنهم يعني ساعدونا نجيبوا الطلبة يحضروا معنا لهذه الندوة. وبغيت نشكر كاع الناس ديال الانستيتيوت فور ادفانس ستادي، مدام نوال، مسيو ساتازي، لي زوتر اللي سهروا على تنظيم هذه الندوه اللي كلنا زعما فرحانين بها. وانا يعني فرحانه aussi بالتقديم اللي دارته استاذه لطيفه، والحوار اللي غادي يكون بيناتنا اليوم مع الاستاذه جميله اللي ما كنتش كنعرفها، والتقديم اللي داروه اللي غيسهل عليا بزاف الحاجات بالنسبه لي انا باش نهضر على الموضوع ديال الارض، وانطلاقا من واحد يعني البحث الميداني اللي بديت فيه من 2014، ومؤخرا كنت في النواحي ديال سيدي قاسم. وكاين واحد المثال يعني مهم جدا ديال الترجمه ديال كيفاش هاد الجندر، الكونسيبت ديال الجندر تطبق في المغرب في واحد الفيلاج اللي سميتو ولاد جلال. دونك في الاخر غنهضر على هاد التجربه، ولكن غادي بما اننا حنا كاينين في واحد الندوه على فرانس فانون غنبدا بواحد، وغادي بغيت نقول لكم بان انا يعني اللغه اللي كنرتاح فيها في هذا المستوى ديال الكوميونيكاسيون هي الانجليزيه، ولكن حيت باش نكون كوميونيكاسيون دايزه غادي نضطر نستعمل الفرنسيه، ولذلك كنعتذر الا كان شي مرات تلعتم في النطق باللغه الفرنسيه اللي ماشي اللغه ديالي الام، حتى الانجليزيه ماشي اللغه الام. دونك Donc, Frantz Fanon, il a un livre qui s'appelle L'an 5 de la révolution algérienne, où le chapitre qui consacre un chapitre tout entier intitulé L'Algérie dévoilée, où il évoque le rôle central des femmes dans l'entreprise coloniale. La collaboration entre la recherche ethnologique, sociologique et l'administration coloniale a abouti à une formule simple que Fanon utilise. Et je cite, lui il cite aussi les ethnologues et sociologues coloniaux ayant les femmes et le reste suivra. Fin de citation. Donc le reste du texte de Fanon détaille la complicité entre le savoir et le pouvoir coloniaux dans la construction des structures du féminisme colonial. Que des chercheurs comme Françoise Verger en France, Leila Aboulouroud qui est palestinienne, elle est aux États-Unis à l'Université de Columbia, Marni Elzrag qui est d'origine algérienne, qu'on a perdu il y a 2 ans, malheureusement, et d'autres qui souligneront dans leurs travaux l'intersection entre le féminisme et les missions civilisatrices coloniales. Ce travail, le travail que j'essaie de faire, cherche à interagir avec les féministes décoloniales, critiques pour réfléchir au genre comme une théorie itinérante, traveling theory, selon les termes d'Edward Said, s'appuyant sur le concept aussi, Khatiba a été cité largement ce matin, double critique ou peut-être multiple comme Oustada l'a mentionné. Les études de genre marocaines doivent simultanément examiner de manière critique les orthodoxies patriarcales globales et locales, à mon avis, doivent aussi prêter attention au quotidien et écouter la périphérie. Le genre, au gender, est donc un projet de destruction et de reconstruction qui, selon les termes de Walter
Millignon, qui a aussi été cité hier, décoloniser les savoirs responsables de la colonialité. Donc le projet colonial des études de genre marocaines, à mon avis, doit impliquer une analyse critique des conditions dans lesquelles le concept de gender est arrivé au Maroc. C'est pourquoi une réflexion sur les conditions structurelles, tant locales que globales, mondiales, dans lesquelles les relations de genre et les savoirs sur le genre sont produits et diffusés, doivent faire partie intégrante d'un projet décolonial marocain. Les études de genre marocaines doivent donc examiner de manière critique l'intersection entre les conditions structurelles locales et mondiales afin de comprendre comment la néolibéralisation des économies, les politiques de sécurisation et les structures néocoloniales ancrées dans les idéologies patriarcales façonnent la vie des hommes et des femmes au Maroc. Et une examination critique du pouvoir des structures doit s'accompagner d'une attention particulière aux formes d'action par lesquelles les hommes et les femmes individuellement invalident le récit coloniaux salvateur, comme a dit Oustada Jamila, le savior narrative Tahia wal Munqid, les termes comme women's empowerment. Cela encouragera, un terme que aussi je vais emprunter de Walter Millignon, désobéissance à toute forme de savoir ancré dans le système colonial, patriarcal. Donc Walter Millignon a un texte qui s'appelle Epistemic Disobedience, désobéissance épistémique, où il affirme, je cite, les options décoloniales ont un point commun avec les arguments des occidentalistes, le rejet catégorique de ce que les privilèges épistémiques du point zéro ne disent sur ce que nous sommes, quel est notre rang par rapport à l'idéal d'humain. Est-ce que nous devons faire pour être reconnus comme tel? Dans ce cas, l'étude de genre, au sein des filières des études de genre au Maroc, il y en a. Moi, je coordonne un programme de Gender and Culture à l'université de Notofail. Au Maroc, donc, je peux offrir une connaissance de soi qui remet en question les vérités standardisées et prédéterminées. Les programmes d'études de genre ont fait leur apparition dans les universités marocaines suite au débat entourant la réforme du Code de la famille marocain de 2004. Avant ces débats, le genre avait été encouragé au sein du Cercle des ONG de droits de femmes lors de leur émergence au milieu des années 80. Au sein des institutions universitaires où un nombre croissant d'universitaires intégraient les théories féministes et de genre dans leur intérêt d'enseignement de recherche. Les études de genre au Maroc se sont également développées dans le contexte de l'internalisation, d'institutionnalisation par des ONG de droits de femmes, agissant ainsi comme un contre-discours aux structures patriarcales locales et à l'islamisation ascendante de la société, encouragée par la montée de l'islam politique au niveau mondial et local. Au fil des années, le genre est devenu le terme prescrit pour les programmes de coopération bilatérale, mondiaux et locaux, tandis que les experts internationaux de genre, militantes, féministes, locales et responsables gouvernementaux ont commencé à collaborer pour moderniser, entre guillemets, ce qui est largement considéré comme une structure marocaine centrée sur les hommes. Cependant, supposer que le terme ou la conception du genre s'applique largement à tous les contextes et à toutes les géographies
remettant en question l'intraduisibilité d'un terme controversé et abstrait. Par exemple, le contexte marocain permet-il d'adopter le concept de gender? Est-ce que le genre est un nouvel outil d'empire et de contrôle? De plus, dans quelle mesure les études de genre marocaines peuvent-elles produire une recherche et une théorie critique sur le genre, remettant en question les régimes de vérité eurocentriques établis qui sous-entendent les relations de pouvoir entre le Sud global en tant que périphérie et fournisseur de données brutes et le Nord global en tant que centre de la théorie. Encadrer la traductibilité ou l'intraduisibilité du genre en termes vernaculaires remet en question les hypothèses sur un simple transfert de sens d'un contexte à un autre et appelle à explorer la colonialité du gender, de genre, comme le dit Maria Legos. La traduction de la modernité coloniale qui revendiquerait l'universalité des droits de femmes crée des conditions qui, comme le postule Joseph Massad, je cite, ne signifie pas que la subalterne ne peut pas parler, mais qu'elle ne peut pas s'exprimer en termes intelligibles et reconnaissables à l'eurocentrisme. Fin de citation. L'analyse d'un autre chercheur américain, féministe, marxiste, Eston Eisenstein, dans un texte qu'elle a publié en 2005, intitulé Dangerous Liaison, Feminism and Corporate Capitalism, Joseph Massad, qui a lui publié un livre en 2015. Islam and Liberalism, il y avait un chapitre en Women and Islam, The Rescue Mission of Western Liberal Feminism, qui, les deux textes et d'autres d'ailleurs, illustrent l'analogie entre les missionnaires chrétiens et le féminisme libéral. Tous deux ayant soutenu, entre guillemets, la transformation des cultures traditionnelles. Reprenons cette analogie, Eisenstein assimile le rôle des missionnaires chrétiens dans l'exploration européenne à celui des femmes libéraux du XXe siècle. L'une des expressions majeures de l'individualisme occidental, dans le même cadre d'idées, le genre a été universalisé avec force par l'intermédiaire des Nations Unies, des instruments de défense des droits humains et ONG du monde entier. Et les militantes féministes locales ont joué le rôle de traductrices et propagatrices de ces outils onusiens. L'ouverture politique dans les années 90 a suscité au Maroc des débats publics, des recherches sur les réformes basées sur le genre. Et ce moment a donné naissance à un débat polarisé sur les réformes de genre au Maroc qui allait perdurer pendant des décennies. La décennie des Nations Unies pour les droits de femmes, où le féminisme international a créé des sièges pour les ONG de défense des droits de femmes, aux côtés de délégations gouvernementales, a ouvert des perspectives d'expansion de militantisme féministe au Maroc, comme d'ailleurs dans plein de pays dans la région, aux réseaux et financements internationaux, la conférence internationale des Nations Unies sur les droits de femmes qui s'est tenue au Mexique en 1975, a joué un programme, a lancé un programme féministe international visant à financer et promouvoir une culture des droits des femmes dans la région MENA. La même année, la sociologiste féministe marocaine qu'on connaît tous et toutes, Fatima Mernissi, publie son ouvrage Beyond the Veil. Et
je vais éviter de parler de Ménissi. On a là notre spécialiste de Ménissi ici qui va largement en parler. Mais des choses que j'ai retenues aussi par rapport à Ménissi, le travail qu'il a fait, surtout la région de Gharb, elle n'a jamais mentionné le féminisme ni le gender, mais son travail un petit peu a démontré que le genre est une notion étroite, trop abstraite et incapable de saisir les expériences de vie complexes et concrètes des femmes marocaines dans le contexte d'un patriarcat urbain, capitaliste, biaisé. Sur les traces donc, de Ménissi, j'ai exploré l'action subalterne et la question de fonciers ruraux, small farmers, je ne sais pas comment on appelle فلاحات صغيرات بالفرنسية paysannes. Donc, oui, à travers une analyse interdisciplinaire de leur action et de leurs déclarations qui remettaient en question les représentations féministes, urbaines et mondiales dominantes du genre et des droits de foncier. La manière dont ces small farmers, articulent leur histoire, contraste fortement avec le programme de développement et les discours axés sur les droits des féministes libéraux, urbains, locaux et mondiaux. J'analyse la manière dont ces fermières ou ces paysannes remettent en question le langage féministe et universaliste des droits humains, ce qui constitue un changement de paradigme, témoignant de leur capacité de formuler des significations alternatives aux visions éthiques de la propriété foncière. Ces paysannes représentent à mes yeux l'essor du leadership féminin de classe ouvrière rurale née en marge des logiques pratiques néolibérales urbaines. Les revendications de ces paysannes et leur rôle qu'elles jouent au sein de leur communauté les placent en première ligne de lutte de leur communauté pour la protection des moyens de subsistance communautaire des paysans, complexifiant ainsi les théories existantes sur le statut social des femmes qui exercent un leadership dans le pays d'Afrique du Nord. Mon approche de la réforme agraire et des femmes au Maroc s'inscrit dans le projet de l'anthropologue américaine et palestinienne Abou Louroud qui vise à déplacer le terme de la recherche féministe au débat stérile sur les droits des femmes musulmanes, cette question étant d'emblée rendue vaine par les termes universalistes dans lesquels elle est posée. Au lieu de cela, Abou Louroud nous oriente vers le postulat selon lequel le concept et les pratiques des droits des femmes musulmanes, entre guillemets, ont joué aujourd'hui une vie sociale active qui peut et doit être étudiée ethnographiquement. Abou Louroud précise que, je cite, comment, où et quand ce concept est-il déployé? Quelles transformations de la vie sociale et individuelle sont produites en son nom? Qui permet de ce travail et qui en est à son tour rendu possible? Fin de citation. Mon travail ethnographique retrace la vie sociale du concept des droits de femmes tel qu'il est produit et vécu individuellement et collectivement par les paysannes dans les trois domaines interconnectés, soulignés ici par Abou Louroud, la gouvernementalisation, les institutions, discours religieux et la corporation. Raison de contrainte de temps, je vais juste me limiter à le discours à 5 minutes. Je suis à page 1. Non. Mais je suis page 1. Donc l'inclusion des femmes dans
la réforme foncière en 2019 et à la fois on repense à un mouvement féministe croissant autour de l'expropriation et la privatisation collective des terres et en conformité avec la stipulation de partenaires américains, le Millennium Challenge, selon lequel le passage du communal au privé, MILC, doit être inclusif en termes de genre. Donc, il y a un programme qui s'appelle Gender Inclusion, qui fait partie de cette collaboration bilatérale entre le Maroc et les États-Unis. Donc, il y a une association marocaine qui s'appelle Association démocratique des femmes du Maroc qui a lancé le travail sur ce sujet. Mais de mon travail, j'examine cette rencontre entre la rhétorique féministe et le processus de privatisation des terres par une corporate organization comme Millennium Challenge, du point de vue donc hier on a parlé du regard colonial et pour moi c'était important d'analyser ce qui se passe dans le Gharb du point de vue de ces paysannes, comment ils expérimentent, comment ils voient ce programme de Gender Inclusion. Donc, je vais غادي نقص واحد بارتي كبيرة ولكن pour que je donc l'inclusion des femmes constitue l'un des principaux piliers de l'investissement de cet organisme et donc une partie du financement elle est allouée à cette formation. Donc, c'est aussi pour moi, c'était un exemple d'étudier le voyage d'un féminisme d'État américain au Maroc, dans le Gharb du Maroc, et aussi de voir comment le programme lui-même essaie de répondre à des questions qui sont venues d'ailleurs et comment les paysannes ils vont agir pour répondre à ce programme. Donc j'ai assisté à des cours d'alphabétisation fonctionnelle où des valeurs sont véhiculées comme l'autonomie, l'empowerment, le development, tout ça. Et comment ces paysannes voient ces concepts et leur histoire autour de cette... donc j'ai suivi ces formations et aussi j'ai interviewé quelques paysannes autour de ce programme. Donc je vais pas donner des détails, peut-être durant le débat, mais pour conclusion, juste pour dire que les premières féministes ont approprié ce langage universel, droits de femmes, et leurs programmes ont été façonnés par l'infrastructure des Nations Unies en matière de formation, d'intégration de ce qu'on appelle le genre. Le genre ici est compris et approprié, non pas comme en termes de fluidité, mais principalement comme une stratégie déployée par les premières féministes pour se positionner comme interlocuteurs des institutions nationales et internationales. Et Abdellah Al-Aroui l'avait dit dans son livre Mafhoum Dawla que l'État ne va pas s'imposer si les femmes continuent à investir leur famille et leur clan, et quand elle commencera à s'adresser à l'État, donc à ce moment-là, on saura que l'État vraiment existe. Je ne sais pas à quel point on peut se fier à ce postulat. Les programmes des études de genre reflètent les débats aussi et les controverses de ce qui constitue
une recherche et une éducation engagée en matière de gender, lesquelles sont en grande partie le produit d'une division de classe négligée par la tyrannie de l'NGOisation et des droits des femmes qui tend à promouvoir. Et donc, pour moi, la double critique de l'NGOisation et l'ONUisation des droits de femmes ouvre un espace d'interrogation continue plutôt que clore closure. J'avance qu'il incombe aux études de genre marocaines critiques de s'engager de manière réflexive dans ces débats afin de dénoncer une approche historicisée et décoloniale pour étudier les politiques du genre au Maroc en s'inspirant de la double critique aux multiples. Je défends aussi la nécessité d'une approche réflexive qui critique les discours locaux, nationaux et mondialisés sur le genre. Et je vous remercie. اوكي شكرا. في نهايه المطاف احترمتي الوقت بدقيقه واحده زايده. On passe à l'intervention de Raja Rohoni intitulée Lire Mernissi après Fanon. Raja Rohoni est professeur universitaire, chercheur à l'université Bouchaïb Doukkali. Elle est la spécialiste de Fatima Mernissi au Maroc. À toi la parole, 25 minutes, pas plus. Merci, ça marche. Alors, à mon tour, كنشكر لطيفة على التقديم وكنشكر بزاف منتصر على لا جونتيس de m'avoir accepté حتى أنا عرضت على راسي. Et je ne pouvais pas ne pas venir, c'est trop inspirant. Regarde le thème, Fanon, le centenaire de Fanon, en plus c'est merveilleux d'être avec ces brillants intervenants et intervenantes. Et donc, moi, je vais parler de Ewaïl aussi. Je te remercie. Désolée. Donc, moi, je vais parler de mon expérience à enseigner un cours sur le genre et d'une perspective postcoloniale. À des étudiants américains à Rabat en langue française. Je l'enseigne aussi en anglais, mais je vais particulièrement parler de cette expérience, celle-ci, en français. Je vais vous expliquer pourquoi. En utilisant comme support comme support d'étude le fameux chapitre de Fanon, L'Algérie se dévoile, suivi de Rêve de femme, une enfance au harem de Fatima Mernissi. Et donc, la question ou les questions auxquelles je tenterai de répondre sont jusqu'à quel point ces deux textes peuvent faire écho à l'un à l'autre, ou jusqu'à quel point Fatima Mernissi, en particulier dans ce roman, fait écho à Fanon, ou encore le compléter. Et quelles sont les implications à enseigner rêve de femme, dorénavant je vais parler de rêve, dans un cours qui vise à introduire des étudiants occidentaux à la pensée postcoloniale ou décoloniale. Donc le cours s'ouvre dès la première semaine par la discussion de la question simple, mais malheureusement de plus en plus d'actualité. Est-ce que les femmes musulmanes ont besoin d'être sauvées? Qui est le fameux titre du fameux encore article et livre de Laila Boulouroud, écrit en réaction à l'invasion de l'Afghanistan dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Je l'accompagne aussi par un autre texte, celui de Saba Mahmoud,
qui, à partir de son ethnographie des femmes de mouvement de piété dans les mosquées du Caire, pose quant à lui la question: est-ce que le féminisme et ses concepts majeurs tels que liberté, ou dans l'analyse de Mahmoud, liberté individuelle, d'agentivité uniquement couplée à la notion de résistance, est-ce qu'ils sont universels? Donc, bien qu'ils soient deux textes très chargés en matière de théorie, pour être assigned au début du cours et en langue française pour des Américains. Mon idée était que ces questionnements posés par ces autrices puissent mûrir dans la tête de mes étudiants, blancs pour la plupart. Et au fur et à mesure des discussions en classe et de leur séjour, de leurs 4 mois de séjour au Maroc, en tout cas. Donc, la deuxième semaine, on attaque Fanon. L'Algérie se dévoile. Et non seulement, non seulement illustre. J'ai la tâche un peu plus facile que Souad ou Jamila, parce qu'ils ont déjà parlé de beaucoup de choses de ça. Donc non seulement il illustre les racines des problèmes dont parlent Aboul Roud et Mahmoud, mais aussi il va me servir pour la discussion des questions du voile en France. Et donc, ce texte est supplémenté, ou pour plus d'illustrations, avec le film La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo. Donc, la discussion en classe porte sur les concepts de féminisme postcolonial, comme il a été expliqué par mon ami Souad et Jamila, à partir de ce que Fanon explique vis-à-vis de la centralité du voile dans la stratégie coloniale, visant à démanteler la société et la culture algérienne. Elle porte aussi sur la transformation du voile en arme de guerre chez les combattantes anticoloniales. Et nous nous intéressons également à l'analyse psychologique que fait Fanon des différents sujets de la colonisation, allant de l'homme européen à la femme européenne, de l'homme algérien à la femme algérienne. Notre attention se porte sur sa notion de double défloration, c'est-à-dire dans ce que Fanon a découvert dans ces séances chez les Européens, ces rêves, dans les rêves érotiques surtout des Européens, celui du dévoilement, suivi dévoilement, arracher le voile d'une femme avant le viol. Donc c'est ce qu'il appelle le double défloration. Et c'est des fantasmes, nous dit Fanon, qui est intimement lié à celui du harem. Car, je le cite, l'Européen rêve toujours d'un groupe de femmes, d'un champ de femmes. Nous nous arrêtons aussi sur son analyse du déchirement psychologique que vit une femme récemment dévoilée, car, je le cite encore, le voile protège, rassure, isole. Les émotions qu'il essaye de nous transmettre, je crois qu'on peut les ressentir dans le film La bataille d'Alger. Surtout une fameuse scène où 3 femmes partent en mission pour poser des bombes dans la ville européenne, et qui suit un montage d'images poignantes dans lequel des corps d'Algériens bombardés dans la Casbah sont extraits hors des décombres. La focalisation de la caméra surtout les yeux de ces femmes permet aux spectateurs de ressentir ou de deviner à la fois leur détermination à la riposte, le désarroi du passage à l'acte,
mais aussi l'affliction de ces femmes qui se font violence en se coupant les cheveux, en se les décolorant et en levant leur voile pour des habits occidentaux. Donc voilà. Mais si le côté décolonial et révolutionnaire du texte de Fanon, augmenté par celui de Pontecorvo, est dûment apprécié, surtout en ce contexte de génocide, il n'en reste pas moins que pour mes étudiantes, majoritairement des filles, il s'agisse de... désolé. Il reste des textes écrits par des hommes sur des femmes et qui ne véhiculent pas vraiment la voix des femmes. Donc, ceci rejoint des critiques féministes, notamment celle de Marnia Lazrag et de Mernissi, d'une autre manière que Lazrag, que je n'ai pas ici le temps de développer malheureusement. Donc, là, il fallait donc se tourner vers les écrits de femmes. La fiction, préférablement, pour ne pas trop alourdir mes étudiants. Donc, mais plutôt que de recourir à une Assia Jabbar, qui serait plus logique, j'ai opté pour Mernissi, partant du raisonnement que ces étudiants étaient au Maroc et qu'une partie du cours prend le Maroc comme cas d'étude. L'ayant lu, Rêve de femme, et écrit dessus des années auparavant, Rêve, dans les événements se déroulent pendant la colonisation française. Pour moi, dans ma tête, il résonnait bien avec Fanon et pouvait le compléter car il entendait démystifier le harem des fantasmes européens en le juxtaposant avec un monde féminin qui est en total désaccord avec le stéréotype de la femme musulmane soumise et opprimée. Mais en le relisant, quelques années plus tard, avec une perspective plus décoloniale, je me suis rendu compte de mon erreur. Le texte me paraissait maintenant en totale dissonance avec Fanon. Ne pouvant faire marche arrière, j'ai donc décidé de le... parce que le cours avait déjà débuté, donc j'ai décidé de le garder, mais de le transformer en exercice. Et l'exercice était d'écrire un petit essai de réflexion sur Rêve, à la lumière des textes qu'on a lus, Fanon en particulier, et Abou-el-Roud et Mahmoud, avec un article que je venais de découvrir, celui de Karine Bourget, qui souligne la complicité de Rêve avec l'orientalisme. L'article de Bourget, dont mon intervention s'inspire et tente de développer, est un compte rendu de sa propre expérience à enseigner ce Rêve dans des universités aux États-Unis. Ayant utilisé la version originale anglaise du livre, qui est présentée comme une autobiographie, Bourget commence par exprimer sa déception lorsque des années plus tard, elle découvre, en lisant la traduction française du livre, qu'il s'agit d'une fiction. Donc, elle commence par exprimer cette déception et conclut qu'il y a manipulation des lecteurs américains. Elle critique aussi la fabrication de personnages femmes qui aspirent à la liberté et à un style de vie à l'occidental, ce qui flatte les étudiants et les réconforte dans leur idée, citant la phrase de Lazrag, « Ma culture est meilleure ». Rêve, écrit-elle, je cite, doit être exposé pour ce qu'il est, c'est-à-dire une fiction, afin d'éviter le risque d'amener les étudiants et les chercheurs à croire que son récit peut être utilisé comme source. Fin de citation.
Pour ma part, le problème de l'authenticité ou la prétention à l'autobiographie ne s'appliquait pas, parce que j'utilisais la version française qui stipulait bien, clairement, que c'était une fiction. Mais bien qu'il est ponctué de notes de fin qui sont beaucoup plus, qui offrent des explications historiques, sémantiques ou des commentaires à caractère sociologique. Donc, c'était surtout la charge coloniale du discours féministe mobilisé qui posait problème. C'était là, en définitive, l'objectif fixé du devoir que j'avais assigné. Déceler la colonialité de ce livre. J'allais me rendre compte par la suite que j'avais choisi le texte le plus difficile pour cette tâche. Peut-être parce qu'il était narré avec la voix innocente d'une petite fille de 7 ans. Et que son désir à déchiffrer le monde des grands, de leur rapport de pouvoir, la rendait si attachante et le récit aussi si intime. En définitive, le désapprentissage de la colonialité, celle de mes étudiants, mais aussi la mienne, parce que, comme l'a dit Jamel si bien ce matin, il s'agit de nous aussi, allait être une tâche ardue, psychologiquement plus coûteux, plus violent, parce qu'intime. Donc, malgré tous mes efforts durant la discussion de détruire le plaisir de mes étudiants à lire ce livre, il restait néanmoins un des livres les plus préférés, ou les textes préférés de mon programme. Si les premiers textes de mon cours avaient réussi à les tirer hors de leur zone de confort, pour un petit moment, ce roman semblait vite les y avoir ramenés. Qu'est-ce qui rend ce texte, en l'occurrence traduit en une vingtaine de langues, si envoûtant? Quels éléments, autres que ceux déjà exposés par Bourget à juste titre, font qu'il remplisse une fonction contraire à la charge déconcertante de Fanon et les autres auteurs dans son sillage qu'on a lu? Comme il n'y a pas ici le temps de montrer les nombreuses dissonances avec Fanon, je vais me focaliser sur, vu le contexte géopolitique actuel, sur un seul élément, qui est passé inaperçu par Bourget, par beaucoup d'autres critiques, y compris moi-même, dans un écrit précédent, qui est la question palestinienne. Et qu'on peut considérer comme le présent absent ou l'absent présent du texte. Cette question est intimement liée au traitement orientaliste que fait Mernissi du voile dans le texte et montre l'ampleur de la colonialité du discours féministe libéral blanc qui construit la trame globale du livre et qui est important d'exposer ici. L'objectif, bien sûr, n'est pas de dénigrer Fatem al-Mernissi, dont le travail a servi à la formation de la conscience féministe de beaucoup d'entre nous, et qui, de plus, comme je l'ai soutenu plus récemment, a essayé vers la fin de sa carrière de se frayer un chemin hors de cette matrice coloniale. Mais l'objectif, c'est d'identifier les angles morts de son discours, pour plus de vigilance quant à la production et la circulation du savoir, au risque de récupération de nos rêves, de liberté, d'égalité et d'humanisme véritable. Et peut-être aussi pour une révision des questions considérées comme féministes et celles qui ne le sont pas. Car non seulement la position anti-voile des héroïnes du roman, qui rêvent de liberté de mouvement, servent à réconforter le lecteur occidental, mais pas seulement, dans la supériorité des valeurs blanches, mais aussi, et par l'emploi d'analogies et métaphores insolites, pour ne pas dire autre chose,
se voit rassurée, ou du moins non ébranlée dans son refoulement de la question palestinienne, ne l'aidant aucunement à voir clair à travers les œillères du récit hégémonique contemporain qui articule antisionisme et antisémitisme. Dans le livre, il y est fait un parallèle pour le peu étonnant entre le voile et l'étoile de David, que les Juifs ont été forcés de porter pendant l'Holocauste. À la question pourquoi c'était le cas, on obtient la réponse suivante, je cite. « C'est peut-être la même chose que pour les femmes ici, disait ma mère. Personne ne sait vraiment pourquoi les hommes nous forcent à porter le voile. » Fin de citation. Premièrement, il y a là une affirmation du trope voile-oppression, symbole de la domination masculine, invitant ce que Gayatri Spivak a exprimé par la phrase les hommes blancs qui sauvent les femmes brunes des hommes bruns. Deuxièmement, elle renforce ses lecteurs français, en particulier dans leur position anti-voile. On est dans le contexte de l'après-première affaire du voile. Le livre il a été publié en France en 1996. La première affaire du voile a commencé en 1989. Ceci vient s'ajouter à une note de fin qui vient affirmer que le hijab était, je cite, une coiffure caractéristique de la tendance islamiste très politisée. Fin de citation. Ce qui, non seulement ne laisse aucune place pour le sujet pieux et son agentivité décrite par Mahmoud, mais aussi contribue à la production de l'islamisme comme méta-récit. Pire encore, d'autres notes passent complètement sous silence les mots Palestine ou palestinien et va même jusqu'à trivialiser leur cause. En effet, après avoir souligné dans un chapitre la tolérance des Juifs en islam, dans le texte, une note de fin commence par préciser que, je cite, les événements de ce livre se déroulent avant la création de l'État d'Israël en 1948. Rappelle l'histoire, ce qui est d'abord faux, je vais le dire tout de suite là, parce que la petite fille qui a 7 ans au début du récit a 9 ans à la fin. Donc on est en 1949, vu que la narratrice commence par dire « je suis née en 1940 ». Donc on peut se demander pourquoi. C'est peut-être sûrement une erreur, mais pourquoi l'autrice va insister sur ce point. Et elle, donc, je continue sur la note. La note continue. Elle rappelle l'histoire commune d'oppression et d'expulsion des Juifs et des musulmans durant la Reconquista. Ce qui, selon Mernissi, explique à la fois la fraternité des deux communautés qui vivaient côte à côte dans les villes marocaines et le rôle si important, je cite, des chefs d'État nord-africains dans le processus de paix au Moyen-Orient. Fin de citation. Donc, à aucun moment n'est évoqué le mot Palestine, qui devient, sous une lecture symptomatique un peu à la Althusser, les symptômes d'un problème qui a du mal à être posé. La question, ou les questions auxquelles Mernissi tente de répondre sans que ces questions soient formellement ou directement posées, sont est-ce que ou pourquoi les musulmans haïssent les juifs? Pourquoi ils ont cette mauvaise foi dans le processus de paix, comme on dit. Ouais. Et à aucun moment, j'en ai peut-être moins. À aucun moment, la question de la violence coloniale israélienne
n'est posée. D'autant plus que ce livre est publié en 1996, encore une fois, au lendemain de la première Intifada. Mernissi n'y fait pas allusion, en tout cas pas tout à fait et pas de façon appropriée. Allant même jusqu'à sa trivialisation, comme j'ai dit au début. En effet, dans une autre note, qui n'existe que dans la version française, où elle décrit victorieusement ce qu'elle appelle la conquête des femmes marocaines du travail salarié. Elle utilise une métaphore tout aussi problématique que son analogie du voile et de l'étoile de David. Je cite, elle dit « Ah Yasmina, si tu pouvais jeter un coup d'œil sur tes petites filles, elles font leur petite intifada, en douce, sans pierre, à coups de patience et de courage et de travail bien fait. » Fin de citation. Donc je m'arrête là. Cette phrase, à mon avis, apporte le coup de grâce à la question palestinienne, à la question décoloniale. À Fanon. Merci. Merci. شكرا رجاء. سنمر إلى لحظة يعني تبادل ونقاش سنخصصها للجلستين، هذه الجلسة والجلسة الأخرى، على أساس العدل بين الجلستين 15 دقيقة 15 دقيقة. أوكي، ولكن قبل ذلك أنا في الحقيقة أود التنبيه لشيء ما علاقة بالديكولونيالية والنسوية. يعني استحضر مع ذلك وأطلب وأتمنى وأدعو أن نستحضر مع ذلك مفهوم الكونية، لا الكونية، لا كونية حقوق الإنسان ولا كونية النموذج الغربي الذي في نهاية المطاف ليست كونية، بل كونية الهيمنة الذكورية، لأن في نهاية المطاف ما يجمعنا إنسانيا هو تلك الهيمنة، هيمنة الذكورية. وهيمنة الذكورية كونية الذكورية تستدعي بالضرورة الانتباه إلى خصوصية التجارب لمواجهة هذه الكونية اللي هي هذا. إذا أنا بالنسبة لي بقدر ما ينبغي الانتباه الديكولونيالية، بقدر ما لا ينبغي أن ننسى أن في نهاية المطاف ما يوحدنا إنسانيا هي تلك الكونية التي ينبغي أن نقر أننا نعيشها بشكل مختلف. أولا تمظهراتها مختلفة واستراتيجيات تغييرها بالضرورة هي مختلفة. إذا أنا أعتقد هذه الكونية لا ينبغي أن نمحوها ولا ينبغي أن ننساها من ذهننا. إذا سأعطي الكلمة للقاعة. تفضل. ناخذ اللائحة بعدا تنظن باش نقدر oui, c'est ce que j'ai dit. الأخ الاسم مسعودي. شكون معايا؟ اسم أحمد. شكون خور؟ غادي ان فيت واش غيكون شي تقييم؟ غيكون شي تقييم على الاسم؟ لا غير باش نعقل عليك. اوكي دونك تفضل. السلام عليكم. الشكر موصول للضيوف ديالنا، والحاجه اللي فاتنا يعني باش نختموا هذا النهار كنقول لكم مرحبا بكم في المسيس بي، باعتبار انا نهضر اليوم بالصفه ديال فاسيليتاتور ديال لا فيزيون 2030 du MCSP. كنقول لكم مرحبا بكم في الايكو سيستيم. وانتم كما كتشوفوا للتذكير فقط، واحد كمثال، الا كان نهار مثلا فيه 10 كيلو جول، 9 كيلو جول هي متعارف عليه، كنخدموا ما هو متعارف عليه. 1 كيلو جول ابداع وفضاء التواصل. 9 كيلو جول من بين المبادئ ديالها هي الانكلوزيفيتي، يعني ما فيهاش الاقصاء. كما كتشوفوا الفضاء مفتوح، تمشيو مشاملا غربا، يعني ماشي الماده اللي هضرتوا عليها كالنسويه، النسويه الاسلاميه من عهد السي بن بركه الى غير ذلك. هذا كله ماده نقدموا نخدموا بها، ولكن في ظل لانكلوزيفيتي. هذا سي ان اسباس انكلوزيف، وكنظن منصف لو سوغير ديالو والخدمه ديالو كيبين على هذا الشيء هذا، على اعتبار ان الكل شيء مرحب به. هذا مبدا الاول.
السؤال ديالي في علاقه معكم هو في ظل هذا المثال هذا الا خصنا قيمه كبيره او لا رصيد كبير ما هو متعارف عليه وهو مسجل يعني من بين المبادئ البحث العلمي كنبداو انسيرت دي ريفيرونس اللي هي متعارفين عاد كنزيدوا شي حاجه في ظل هذا البنات اليوم اللي كيقراو لي ستوديونت اللي خدامين هذا كيفاش كتقيموا انهم مندمجين في السيستم وشحال النسبه كتعطيهم من ناحيه الابداع يعني البارتي ديالهم ديال لينوفاسيون كيفاش كتشوفوها التحديات اللي فيها شنو الافاق اللي فيها وكذلك مدى الدوغري د لانكلوزيفيتي ديال نقولوا لا فام في البارتي الاولى اللي هضرنا عليها. شكرا. شكرا يعطيكم الصحة على المداخلات. تفاعلي مع مدام جميلة استمتعت بالمداخلة ويعطيك الصحة على التأصيل النظري والتاريخي اللي قمت به. في رأيي فما نقطة مركزية اللي كانت في المداخلة متاعك هي الربط بين المسألة النسوية ومسألة العدالة بالاقتصاد السياسي. فحبيت نسلك في رأيك من تحليلك للحركة النسوية ولا النخبة المغربية ولا المغربية بصفة عامة ما الذي ينقص باش تكون النقطة متاع الاقتصاد السياسي في محور ولا على الأقل تأخذ الأهمية الكافية سواء كان في النضالات ولا في الكتابات ولا في التفكير في العلاقة بالآخر في العلاقة بالغرب. واضح. سألتك في رأيك ما الذي ينقص لتكون القراءة النقدية ذي لمسألة الاقتصاد السياسي أولوية للحركة النسوية ولا للحركة الحقوقية ولا للنضالات السياسية في المغرب. شكرا. Évidemment, ceux et celles qui veulent poser des questions pour le panel, ils sont invités à le faire. تفضل. شكرا على المداخلات الممتعة. في الحقيقة أنا بغيت زعما نتفاعل مع يمكن تقرأت جوج المرات. فعلا فانون في واحد الفترة معينة تكلم على الحجاب باعتباره كآلية مقاومة، ولكن واش حنا ملي كنتكلموا على الديكولونيالية خصنا نستعدوا هذه المقولات حتى هي، لأن حنا كنعرفوا أن مسألة الحجاب واحد الهوية على سياقية أحيانا كتكون رمز من الرموز ديال كبح ولا سميتو الاضطهاد ديال المرأة، واحيانا ممكن انها تكون رمز هوياتي تحرري باش ما نطيحوش في اشكالات ديال انه كنشبروا مقوله وكنعملوا الاسقاط ديالها، انه فعلا باسم هذه المقولات بدات كتخرج شي حاجه سميتها النسويه الاسلاميه اللي هي الكتابه ديالها مهمه جدا وداك الشيء، ولكن محاوله ديال افراغ النسويه من يعني الروح ديالها. مسألة أخرى هي أنا كنشوف واحد المسألة، أنا إذا كانت شي حاجة خاصة الديكولونيالية هي النسوية في الحقيقة. علاش؟ لأنه احنا عندنا واحد تجربة مهمة جدا في العقود الأخيرة، خاصة ملي خرجت الحركة النسوية من أحزاب سياسية إلى تجربة ديال العمل الجمعوي، وملي دخلت في الجمعيات وملي دخلت من الترافعات، واحيانا بينا كنشوفوا اللي سماتها سبيفاك هذاك التابع بدا بواحد الطريقه اخرى يتم سرقه صوت التابع، كتجبر جمعيات في القرى تسرق اصوات النساء وتتكلم باسمهم وبالتالي نشوف صافي اختصر واخا. مسألة أخرى سريعة تقالت على أنه فعلا المصادرة الأساد وداك الشيء، وتكلمت الأستاذة مالك على بوسبير وداك الشيء، ولكن كاين واحد الحالة سميتها واش حقا الغرب المستعمر هو اللي خلق لنا هذه الظواهر أم كانت؟ حنا عارفين باللي أنه المنطقة الموانئ في المغرب من طنجة في طنجة ولا في اسفي ولا حتى في واحد النمط ديال الغناء اللي كان مرتبط بهذه الممارسه ديال العماله الجنسيه كانت كاينه، ماشي حتاجه، بالعكس يمكن الاستعمار في واحد المرحله معينه ادخلها الى مساله ديال الصحه، يعني رجع فيها خص المتابعه والمراقبه الصحيه، وبالتالي انا كنظن خصنا نكونوا
شكرا بزاف على المداخلات ديالكم. It's always a pleasure to hear from our professors. السؤال ديالي هو الأستاذة جميلة. كنا بدينا الحديث البارح وما قدرناش أننا نكمله، وكان حديث شيق. والسؤال اللي تبادر للذهن ديالي هو أنك تحدثتي على الاقتصاد، تأنية الفقر والبنى ديال الدين والآليات ديال من خلال الآليات ديال القروض الصغرى. واش في هذا السياق كيفاش ممكن للحركات النسوية في المغرب أنها تبني بدائل اقتصادية لهذه الآليات المالية اللي عندها طابع استعماري جديد؟ شكرا. شكرا. صراحة استمتعت بزاف بكاع المداخلات ديالكم، وصافي بليزير انني نسمع زعما وجهات النظر، وايضا نسمع التحليل من نظريه نسويه هنايا في المغرب. انا في فرنسا وكنسمع بزاف الحوايج في فرنسا، وديما عندي هذاك القضيه ديال بين هنا والهيه ولي ليان بين لي دو بيي. اي ان فات السؤال ديالي كان زوين بزاف التحليل او لو رابيل هيستوريك ديال لي فاغ دو فيمينيزم، اي نوتامون لا فاغ ديال البلاك فيمينيزم، ومن بعد جو بونس كو سي لا 4e vague فوالا، اي troisième vague, وعاد بعد la 4e vague justement اللي ما تهضراتش عليها، mais je pense que ça c'est un autre sujet. Mais justement انا la question ديالتي عندها علاقه بهذه القضيه هذه، c'est que استاذه لطيفه في الاول هضرتي على كيفاش ان النسويه اليساريه elle s'est essoufflée ou il n'y a pas eu de continuité. Et justement le lien avec la jeunesse aujourd'hui, انا بالنسبه لي c'est une grande question, c'est que j'arrive pas aujourd'hui à avoir une idée où sont les féministes, les jeunes féministes de gauche, et pourquoi il n'y a pas eu de lien, une continuité sur cette question-là. Et شنو اللي خلى لأنه كاين واحد la coupure كبيرة. Et donc la dépolitisation, je voudrais qu'aujourd'hui on est complètement dépolitisé, qu'on parle que des politiques identitaires, je suis une femme, je suis ci, je suis ça, et puis ça s'arrête là. Ça me pose la question ديال شنو ترى que ما بقاش كاينش la continuité من بعد. Et justement pour aussi apprendre شنو اللي حنا نقدروا الناس اللي باقي كيحاولوا يشدوا شنو نقدروا نديروا باش نبقاو في هاد لا كونتينيتي. انا ديما عندي هاد لا كيسيون دو لا كونتينيتي. Merci beaucoup. Donc, j'ai des questions pour les deux panels. Donc, je commence par les premières. Majid, donc par rapport à les raisons pour lesquelles la psychanalyse n'a pas commencé vraiment dans le Maghreb, je voulais inviter peut-être à réfléchir à la relation entre la psychanalyse et la pensée laïque. Quand on pense à la pensée laïque, ce n'est pas seulement une question de religion et politique, c'est une vision sur le monde. Et donc, la psychanalyse, à partir de Freud, surtout a une position très claire par rapport à la religion, mais surtout par rapport à notre cosmologie. Et donc, qu'est-ce qu'est la possibilité de la psychanalyse, en fait, à mettre racine dans un contexte où on a des cosmologies différentes. Et je l'ai vécu un peu en Palestine, j'ai habité aussi au Maroc, je l'ai vu. Et surtout dans les contextes où je suis, c'est la même situation. C'est vraiment difficile expliquer, l'utiliser quand on pense en fait qu'on est en relation avec les ancêtres, que quelqu'un t'a, je ne sais pas le dire en français, mais bewitched en anglais. Donc, deuxième question pour Wael. Par rapport à la question de la mobilité, immobilité et colonialité. Je pense que je suis d'accord avec ta position, mais c'est aussi voir, comme quelqu'un disait, la colonialité est plastique, et donc elle se modifie. Et donc, par exemple, dans les contextes où je suis maintenant, la mobilité est facilitée
par l'État. Et donc, Jamila disait en fait la question des femmes noires qui vont travailler en Arabie Saoudite. Si vous allez à un aéroport à Kampala, vous voyez les avions qui vont à Qatar ou en Arabie Saoudite, où ils sont que des femmes. C'est que des femmes, et donc la mobilité est facilitée. Donc, j'ai eu l'occasion aussi d'interviewer une femme qui est tombée malade, en fait. Il était dans un hôpital psychiatrique, et en fait, elle savait qu'est-ce qu'elle allait trouver, mais quand même, il voulait partir. Mais en même temps, l'État, un État postcolonial, ex-colonisé, facilité par un autre État qui, pour le moment, a été colonisé. Donc, je veux dire, c'est compliqué, la chose, dans les deux côtés. Et dernière question pour le panel sur le féminisme décolonial. En fait, c'est seulement de la décolonialité. Moi, je me demande pourquoi ça doit être nommé féminisme quand, en fait, c'est une question méthodologique. C'est pas une question topique de parler du féminisme. Tout le monde devrait faire du féminisme. Et donc, je voulais vous demander, à partir de l'expérience du Maghreb où vous êtes localisé, quels sont en fait les concepts? Vous avez dit, Jamila, vous avez parlé qu'on n'a pas de concepts pour repenser la résistance. Et donc, il y a la critique de la colonialité du genre, Oyourmi, Oreung, qui a dit que le genre, ça n'existe pas en Afrique. En fait, c'est importé. Donc, quels sont des concepts à partir de l'expérience des gens dans les terrains? Je pense que la décolonialité, c'est plus dans les terrains que dans les universités. Quels sont des concepts qui peuvent nous aider, à partir de votre expérience géographique, pour penser la question des femmes? Parce que, pas seulement des femmes, des gens. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Incroyable, j'ai adoré assister à toutes les interventions. Alors, ma première question, c'est pour M. Safwan, elle rejoint un peu ce qui a été dit avant moi. C'est aussi quelque chose avec laquelle moi j'ai affaire en sciences sociales, c'est cet athéisme méthodologique. Quand moi je suis arrivé en anthropo, on m'a appris une phrase, c'est « hors culture, il n'y a rien, un rien radical ». Mais au Maroc, pour la plupart des gens, hors culture, il y a Dieu. Donc, c'est un peu comme la technologie n'a jamais été neutre. La psychanalyse ne sera jamais neutre non plus. Et c'est à quel point cet athéisme méthodologique ignore plusieurs faits locaux au Maroc. Et peut-être c'est pour ça la raison, comme a dit le professeur, qu'il n'y a pas eu de psychanalyse au Maroc. Un peu la même chose pour le terme de genre qui a été importé. Et là, je porte peut-être une petite critique à madame, c'est que peut-être que le terme patriarcat aussi a été importé. Je ne sais pas si c'est traduisible en arabe, ou en derija. Bon. أنا عندي سؤال بالنسبة للورشة الأولى بالخصوص الإشكالية اللي طرحتيها مجد بالنسبة هل نوعية طرح سؤال وجود علم النفس في المرحلة الاستعمارية ما بعد الاستعمار ولكن كذلك ما قبل الاستعمار لأن الإشكال في الترجمة والترجمة ديال المفاهيم ماشي هي الترجمة بالضرورة اللغوية يعني أن مفاهيم في الثقافة الإسلامية المرتبطة بالتصوف علاقة الباطن بالظاهر النفس آفات النفس عند الغزالي إشكالية اللاشعور إشكالية الوجدان عند ابن عربي إلى آخره كل هذا علم نفس وكان يسمى يعني
ويتحاور ويحدد معنى النفس، ما يسميه الغزالي المهلكات وآفات النفس. فبالتالي الإشكال الذي يطرح هو أن كانت توجد هناك لغة لها مفاهيم تحدد ما هو النفس وعلاقة النفس بالظاهر في علاقته بالغيب، والغيب عنده كذلك دور مهم. فبالتالي يعني ما هو التحاور الممكن بين هذه اللغة وما نسميه اليوم ما نعرفه بعلم النفس الحديث. لا ما غيمكنش. Qui forment des ingénieurs, que peut être l'apport de la psychanalyse? Parce que j'ai vu que ça peut résoudre des problèmes, qui permet de mieux poser les questions. Et donc... ما بقاش للاسف. تمنيت نعطيكم الكلمه ولكن الوقت ما بقاش لان باقي خص يتفاعلوا. فوالا دونك باقي لنا براتيكمون باقي لنا ديزون 12 مينوت تقسموها مع بعضياتكم. فوالا دونك السي وائل غنبداو هكذا. 2 مينوت ما كاينش اكثر من 2 مينوت. Question ensuite. Donc, en fait, je ne trouve pas la note où je l'ai mis. Donc, vous avez dit que les États postcoloniaux facilitent aussi l'immigration ou la mobilité, mais pour certaines catégories. Donc, il y a ce qu'on appelle l'immigration sélective ou l'immigration choisie. Donc, ça veut dire que tout le monde est interdit de partir, sauf à travers le dispositif de visa. Mais, en fait, les conventions ou les accords entre les États européens et la Tunisie, par exemple, c'est que si vous voulez que je facilite l'accès au visa pour la classe moyenne, vous devez accepter plus des migrants expulsés, la migration de retour, et vous pouvez faciliter le départ des ingénieurs et des médecins, par exemple. Donc c'est en fait une mobilité facilitée, mais conditionnée à d'autres choses. Donc c'est l'extractivisme vraiment des compétences, de la main-d'œuvre, comme on disait tous. Donc c'est pas une mobilité comme les Européens partent quand ils veulent, parce que ils sont forcés, cette catégorie qui a l'accès à la mobilité, elle est forcée à partir et forcée à rester là-bas. Elle ne peut pas revenir parce qu'elle va perdre son privilège et les papiers, etc. Voilà. Donc, je vais juste répondre. غادي نجاوب على طالب اللي كان طرح واحد سؤال بخصوص فانون وهذيك لا سيتاسيون اللي هضرت عليها انا وسعاد على الحجاب. بيان سور حنا لا فانون ماشي يدافع على الحجاب النساء خصهم يلبسوا هذا ولا كوم ايدونتيتي، هو يهضر على كيفاش هذاك الحجاب comme زعما symbole ديال l'oppression. Il a été réapproprié par les femmes باش يديروه en arme de guerre. عاوتاني عاودوا حيدوه باش le dévoilement عاوتاني comme donc de la fluidité. Donc هذا le propos n'est pas là. C'était puisque ما كاينش نهضر بالفرنسيه. Donc c'était surtout il y a une responsabilité par rapport surtout aux écrivains qui écrivent en langue française étrangère occidentale.
et pour une responsabilité aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que quand ma critique, c'était surtout par rapport à la négation de la voix des femmes voilées. Le problème, c'était pas le problème n'est pas de dire au Maroc dans les années 80 où Mernissi a écrit son livre et publié en français, il y avait ce problème les islamistes en train d'imposer aux femmes donc il y a une légitimité pour elle son livre formidable Le harem politique qui est formidable. Il y a une responsabilité par rapport à l'Occident, par rapport à l'intérieur, quand vous niez la voix des femmes. Quand il n'y a pas d'agentivité, ما كايناش قوة الفاعلية الفعل ديال les femmes. Donc voilà. أنا غادي نرجع للمسألة ديال l'importation des concepts واش حنا هنا تنقولوا on ne doit pas importer ou la communiquer ou la l'idée c'est que pour moi c'était juste que même si on va utiliser un concept qui nous vient d'ailleurs, on le met la recherche à point d'égalité مع الناس اللي تنتحاوروا معاهم ونسمحوا بالمساحه ديال النقد ديال هذاك لو كونسيبت ولا داك الاسامبشنز داك ما عرفتش اسامبشنز اللي جاي لي سوبوزيسيون ديال هذاك لو كونسيبت منين هما يعني الاكسبريم واحد لو كونتكست جاي من امريكا كاسكو شنو جايب معاه وذاك لو طون يعني le mettre en pratique يعني في الرياليتي امبيريك ودو يعني داك الطرح اللي حاولت ندافع عليه داك اللي حتى هي ماشي مثاليه سي با ايديال داك لا ريشيرش اثنوغرافيك nous permet ça et moi je suis pas formée nécessairement en anthropologie mais je me suis auto-formée pour pouvoir faire de ce genre de recherche. Les questions اللي انا بديت كنلقاها في لو تيران بداو كيستفزوا فيا le besoin de faire le terrain et de connaître ils peuvent parler ils vont parler et ils vont à partir de ce qu'ils disent les actions d'Yalom et tout leur vie quotidienne ils vont remettre en question ces concepts et à partir de là on va produire nos propres concepts. Comme a dit Youssef hier, les concepts, c'est la monnaie de savoir. Donc, c'est très important de commencer quelque part. Et l'autre point que je voulais soulever, et qui est... la TEFA, au début, elle nous a rappelé qu'il faut aussi valoriser ce que font les féministes. Ils ont fait. Ils ont fait plein de choses, mais en même temps, ça ne empêche pas d'être critique. La critique ne veut pas dire qu'on ne veut pas qu'ils soient là. C'est à partir du moment que Huma, ils ont un peu, comme vous l'avez bien souligné, la dépolitisation, elle a beaucoup de raisons. Et parmi les Huma, l'absence de critique de tout ce qui nous vient d'ailleurs. Donc, ils utilisent des termes comme empowerment, gender, ou incritique. يعني بلا ما يديروا قراءة مهمة نقدية à partir ديال الناس واش تصلح هذاك يقرا الواقع ديالهم ولا الواقع ديالهم أعقد يعني beaucoup plus complexe. Et donc montrer la complexité et en même temps être dans l'écoute et ne pas être centré في الرباط وكازا نمشيو للعربية من جايين أصلا كلنا. تحية مجددا. ما يمكن بزاف الأسئلة اللي جات المداخلة ديالي ولكن ما غنقدرش ما عرفش حتى شكون غنجاوب وشكون ما غنجاوبش. المهم لطيفه وقيله فرضت عليا. على العموم يمكن واحد التساؤل ديال اقترحت المهم ماشي مشكل.
اشنو اللي كينقص القراءه النقديه للحركه النسويه في الاقتصاد السياسي. انا في نظري في الوقت اللي كنتكلموا على الحركه الاجتماعيه بشكل عام، فبغينا ولا كرهنا السياسي كيحكمها، بغينا ولا كرهنا السياسي كيحكمها، وبالتالي حتى الحركه النسويه السياسي كيحكمها. وبالتالي انا في نظري اشنو اللي كينقص هذاك النقد هو بعدا كان الدور ديال اليسار، والضعف مثلا اللي كاين مثلا اللي لا بغينا نقولوا ماشي غير الضعف، اكثر من انه انا ولا كيبان ليا تلاشى ما بقاش. وبالتالي انا في نظري خص الحركه النسائيه تدافع على الاستقلاليه ديالها، ولكن في نفس الوقت تكون عندها بوصله يساريه. نقطه اخرى اللي بغيت نتكلم عليها هي ان مثلا النسويه اليوم خاصه ايضا تهتم بواحد النقطه اللي هي اساسيه، واللي هي المفهوم ديال العمل. في الوقت اللي مثلا حلل ماركس المفهوم ديال العمل كان كيربطوا ولا كان كيختزلوا في المفهوم ديال العمل المأجور، بمعنى العلاقه ما بين الرأسمال والعمل المأجور. داك الشيء اللي كيدار في المعمل، ولكن الاجتهادات اللي كاينه اليوم حتى في الماركسيه، فالمفهوم ديال العمل ما بقاش كيقتصر فقط على العلاقه اللي داك الشيء اللي كيوقع في الفلوزين، بقدر ما انه العمل الاجتماعي الذي يعيد انتاج المجتمع، واللي كيضم العمل المأجور والعمل اللي كيخص الرعايه ولا تربيه الاطفال الى غير ذلك. تحيه. سي جمال هضرتي بماك في قبيله على الحساب نعطيني ما كاينش انا كنت نعطيها له والله. لا نجاوبك une minute. السؤال ديالك la question c'est en quoi les travaux de la psychosociologie, de la psychanalyse peuvent être aidants pour tout ce qui est politique publique. Alors si on pose ça du point de vue de la psychosociologie, ça pose la question vraiment, les politiques publiques aujourd'hui par exemple au Maroc, dans quel imaginaire social sont-elles inscrites? Voilà, c'est une vraie question. Et du coup, rapidement, donc tu vois, donc je vais être rapidement, donc on va dire que il y a vraiment une critique à avoir. Il faut construire une critique. Si on veut avoir une critique, au sens d'élaborer une pensée sur ça, je pense que c'est-à-dire, je vais répondre globalement rapidement, si par exemple la politique publique aujourd'hui s'inscrit dans un imaginaire quelque part social, qu'on peut appeler très très vite néolibéral, il va être axé essentiellement sur une dimension de la politique publique, axé énormément sur ce qu'on appelle la rationalité limitée, très centré sur les indicateurs qu'on va retrouver par exemple à l'hôpital, à l'école, etc. C'est une politique vraiment qui est par objectif. Et là, on retrouve le même type de phénomène dans l'entreprise. Alors, ça c'est vraiment une forme rationnelle limitée. La proposition de la psychosociologie, c'est d'avoir une vraie critique par rapport à ça et d'avoir une élaboration. Moi, j'ai moi-même l'expérience de travailler, par exemple, dans les politiques publiques et leur traduction au niveau régional, de voir comment particuler la dimension, par exemple, économique et la dimension quelque part psychosociologique. Et du coup, la dimension, c'est vrai qu'il y a une dimension économique, c'est vachement important, mais je suis plutôt dans une dimension économique qui est plutôt d'une économie politique, au sens propre du terme. C'est pas une économie du business, pour aller vite, pour penser vraiment le bien commun. Et puis d'articuler cette question de l'économie avec la dimension vraiment du travail, qui est fondamentale. La dimension du travail, la dimension des organisations, la dimension du réel. Et je trouve que lorsque on articule ces deux dimensions-là, la dimension vraiment du réel, du travail lui-même, des organisations, des institutions, comment elles sont, et comment on l'articule avec la dimension de l'économie, là on peut penser pour une politique publique. Bon, alors, j'ai la double, voire la triple tâche complexe de devoir répondre à des questions extraordinairement importantes et très importantes pour la psychanalyse elle-même et son devenir et au fait ce projet. Je vais faire une réponse de psychanalyste, c'est-à-dire que je ne réponds pas. Néanmoins, je vais commencer par la fin, parce qu'il est évident que Latifa va m'enlever le micro. Donc autant dire ce que j'ai à dire à la fin. Le début, on le déduira. Deux choses. Lacan dit, c'est pour que vous partiez tranquille, hein, je suis en train de vous soigner, de vous traiter.
Lacan dit, le manque cause du désir. Vous réfléchirez à ça. L'autre chose, la castration est symboligène. La castration, c'est-à-dire le fait d'être limité. C'est ce qui produit du symbolique. Donc vous allez partir tranquille avec ça. Maintenant, les deux premières questions sont tellement proches que j'aurais pas beaucoup de mal, même si j'ai beaucoup de mal à y répondre, mais j'aurais pas beaucoup de mal à y reconnaître la marque d'une question qui est récurrente. C'est la question de la foi et de la croyance dans la psychanalyse, et peut-être même chez Freud lui-même, qu'on a parfois dit qu'il causait pour sa judéité, etc. Bon, je n'en crois pas un mot, parce qu'il y a un terme, en 1926, il avait écrit un livre, même si, bon, c'est pas tout à fait directement sur ça, mais quand même, quelqu'un qui écrit la Laien Psychanalysis, la psychanalyse laïque ou profane, a quelques idées sur qu'est-ce que le psychanalyste a le droit de penser ou pas penser. Je pense, et ça me permet de répondre un peu comme ça, en tacle à Youssef, qu'en réalité, la question se pose du côté de l'analysant, pas du côté de l'analyste. Ce que croit l'analyste, ce qu'il ne croit pas, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est là le traitement fait ou laissé dans cet espace ouvert. Le terme ouvert demanderait beaucoup de temps, mais bon, je le dis comme ça, c'est un terme qui nous vient de la phénoménologie. Il a été beaucoup utilisé, notamment par un certain Jean Horry, qui est un psychanalyste et pas que. Nous sommes plutôt de ce côté-là, et je pense que je fais suite un peu à ce que disait Youssef. Pose une question très complexe et très transversale, qui est celle de que faisons-nous de notre rapport à notre propre langue et à notre patrimoine, voire à notre lexique. Au fait, il s'agit, avec la psychanalyse, pas du tout d'une histoire d'import-export. Si la psychanalyse part ce qu'elle a de tranchant, du côté du socle de la vérité, c'est-à-dire le symptôme, l'inconscient, etc. C'est à ça qu'il s'agit d'être attentif, et même attentif, c'est trop dire. Malika va tout de suite, une analyste, elle va tout de suite piger que cette attention-là, elle ne peut être que flottante. C'est ce qu'on a dit ce matin au petit-déj, donc on avait déjà commencé ce matin. C'est une attention flottante parce qu'il ne s'agit pas de suivre à la lettre et à la trace, enfin à la lettre quand même si, mais à la trace, le récit ou la fiction que chacun doit créer dans sa cure analytique. Ça n'est pas nécessairement une espèce de rendu ou de compte rendu de son existence. L'arabe est tellement ouvert, riche, comme certainement beaucoup d'autres langues, qu'il peut effectivement rencontrer les postulats fondamentaux de ce qu'on pourrait appeler le lapsus, l'acte manqué, et il se prête à toutes les interprétations possibles. Il s'agit d'aller écouter effectivement ce que le corpus arabe nous offre, et combien c'est important. Je vais boucler en disant que quand même, la première chose qui s'est posée à nous dans la création, je vous l'annonce comme une belle nouvelle, enfin une bonne nouvelle que je veux partager avec vous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'association maghrébine pour la psychanalyse, qui est en train d'être constituée, à laquelle vous êtes tous invités évidemment, a pour première tâche la traduction. Et donc, on boucle la boucle de quelque chose qui a déjà été dit, peut-être que c'est même toi, Youssef, qui l'a dit, ou je ne sais plus si c'est pas Nordine, qui disait qu'il s'agit de puiser dans notre champ de signifiant les mots pour dire ce qui nous cause à nous, c'est-à-dire souffrance, espérance, existence, etc. Voilà, merci beaucoup. Merci Majid. Des questions m'ont été adressées. Je n'ai pas le temps de répondre, évidemment. Je le ferai au déjeuner. Quel plaisir, justement, d'écouter des interventions vraiment très, très intéressantes et très riches. Merci beaucoup, Montasser et Wael, de nous avoir permis cette belle rencontre.